Il est exactement 20 h dans les studios de la 7 TV et c'est avec toujours le même plaisir que nous vous retrouvons. Voici les titres de cette édition. La recrudescence des meurtres au Sénégal, 16 cas enregistrés en seulement 2 semaines. Le ministre de l'Intérieur tape du poing sur la table. Le général Jean-Baptiste Tine annonce une croisade contre les agresseurs qui hantent le sommet des populations au moment où à Pikine, on nous signale un autre cas d'agression. Un homme qui a failli être égorgé par son propre neveu. Nous irons à Thionké-Barkéel, un village situé à 90 km de Louga, où les populations se battent pour préserver leurs terres. Après avoir découvert des bornes de lotissement autour de leur village, les villageois soupçonnent les autorités locales de vouloir les délocaliser pour vendre leurs terres à des étrangers. Nous serons avec notre correspondant Gorambodj à Louga pour plus de détails. La culture mandingue au menu de ce 20 h avec notamment les festivités du Kankourang qui ont démarré ce week-end à Hambourg. La collectivité mandingue dénonce des pratiques qui banalisent et désacralisent ce patrimoine et interpelle les autorités locales. Le président du conseil départemental annonce la construction de la maison du Kankourang pour la valorisation de la culture mandingue. Voilà pour le sommaire, les détails c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Un autre cas d'agression, encore une fois, dans la banlieue de Dakar. À Pikine, plus exactement, un homme a échappé de justesse à une mort certaine. Dans l'après-midi du samedi 31 août 2024, Ikotaf, un quartier situé dans la commune de Pikine, a été le théâtre d'une tentative de meurtre qui a choqué les habitants. Un différend dont les causes ne sont pas dévoilées a dégénéré, se transformant en une tentative d'égorgement d'une rare violence. Le monsieur aux initiales TN a frôlé la mort. Des témoins de la scène rapportent que TN a été soudainement attaqué par son neveu. Pris au dépourvu, il a été secouru par ses voisins. Grâce à l'intervention rapide de ces derniers, une issue tragique a été évitée. Arrêtons-nous justement sur cette recrudescence des meurtres au Sénégal. 16 cas enregistrés en seulement 2 semaines, suffisant pour que le ministre de l'Intérieur annonce une croisade contre ces agresseurs qui hantent le sommeil des populations. Désormais, toutes les dispositions seront prises afin de protéger les populations de ces bandits qui dictent leurs lois depuis quelque temps. Je vous propose de suivre la réaction du ministre de l'Intérieur. Ces derniers temps, nous avons remarqué une montée des agressions dans les villes, notamment Dakar et sa banlieue. Il y a eu des morts, des meurtres. Les meurtres sont au nombre de 16. Il y a eu 16 meurtres ces 2 derniers mois, en juillet et en août. 16 meurtres sur l'ensemble du territoire. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Nous le déplorons. Au nom du président de la République, je présente mes condoléances les plus attristées aux familles de ces gens qui ont perdu la vie. Ceux qui ont été blessés, je leur exprime la compassion du président et de l'ensemble du gouvernement. La police et la gendarmerie, les autorités en général ne sont pas inactives face à ce phénomène. Nous luttons farouchement contre l'insécurité. Ce que nous allons faire, et j'ai donné des instructions, ça a déjà commencé, c'est de redoubler d'efforts pour renforcer les actions de présence des forces de l'ordre, police et gendarmerie sur le terrain. Nous voulons rassurer la population que personne n'ait crainte de sortir, que personne n'ait peur ni crainte de vaquer à ses occupations. Nous sommes là pour les protéger. Le ministre de l'Intérieur semble ainsi répondre aux préoccupations d'un nouveau collectif porté sur les fonds baptismaux pour combattre la criminalité à Dakar. Il s'agit du collectif des citoyens de la région de Dakar. Les membres du dit collectif se disent inquiets par la montée de la criminalité. Ils invitent l'État à agir le plus rapidement possible.
Mais aujourd'hui, on constate tous qu'il y a eu de l'insécurité partout, dans nos habitations, entre les humains. Nous avons pensé qu'il y a eu quand même une petite défaillance sur le plan sécuritaire. Nous rappelons quand on était encore beaucoup plus jeunes, on subissait ce qu'on appelait les ramasses, entre guillemets, ce qu'on appelle les ramasses, c'est-à-dire que les patrouilles nocturnes. Au moins, il y avait des rafles, il y avait des patrouilles nocturnes. On saurait, là, on savait qui est qui. On savait qui est entré dans le quartier et qui ne rentrait pas. Mais aujourd'hui, avec l'agglomération de Dakar, Dakar constitue 550 km². Mais aujourd'hui, constitue à la fois la majorité de la population sénégalaise. D'une part, on peut dire que c'est l'évolution normale dans une capitale qui tend vers le développement, ce qui est normal, mais d'autre part, je pense qu'il devrait y avoir des mesures coercitives, des mesures accompagnatives qui devraient les suivre. Nous ne pouvons rien faire à part dénoncer et parler, mais l'État aussi a une lourde responsabilité, je pense, d'éradiquer cette petite question. Cette jeunesse addict à la drogue, je pense que de plus en plus, là, ça découle un peu de la responsabilité des jeunes. La jeunesse doit être éduquée d'abord. Et la jeunesse doit être permise à subir des formations adéquates, adaptées à la compétitivité mondiale. Place à la politique, lancement ce dimanche du parti dénommé Les Républicains. Il s'agit d'une nouvelle formation politique qui grossit dans les rangs de l'opposition. Ces membres disent avoir noté des anomalies dans l'exécution budgétaire du deuxième trimestre de l'année 2024 par le nouveau régime. Ils dénoncent également la politique fiscale du gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mohamedou Moustapha Mané en est le président. Je vous propose de suivre sa réaction. Nous, membres du mouvement politique R les Républicains, guidés par le souci de préserver l'unité de la nation et les piliers de la République tels que les définit la Constitution, vous avez conservé la quasi-totalité des agences et directions. Sommes-nous en train d'assister à un grand remplacement lorsqu'on remarque que c'est uniquement le personnel qui est en train d'être recyclé au profit des défenseurs du projet? Quelle est votre position par rapport à la loi d'amnistie au regard des nombreuses victimes et aux dégâts matériels et moraux observés entre 2021 et 2023? Pourquoi un emprunt de plus de 1000 milliards alors que le déficit budgétaire est de 840 milliards? Le président parle de réallocation de fonds. Qu'en est-il de la loi de finances rectificative? Que répondez-vous à l'allusion selon laquelle nous assistons à l'élaboration d'un État pacifien? Loolu yaakaar naa ne kan moo ko waxoon du Alioune Tine. nañu indil réponse ci loolu. La commission des lois a rejeté le projet de loi portant suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, deux institutions longtemps considérées budgétivores par les tenants du pouvoir. En effet, les députés de Benno Bokk Yakaar, majoritaires à la dite commission et à l'Assemblée nationale, ont tout simplement rejeté le projet de loi. Un bras de fer politique puisque le chef de l'État a récemment reçu du Conseil constitutionnel l'autorisation de dissoudre l'Assemblée nationale à partir du 12 septembre prochain. Dans l'exposé des motifs, il est mentionné que la transformation systémique voulue dans la mise en œuvre du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère nécessite de réviser la liste des institutions de la République. Cependant, une telle mesure n'est pas sans conséquence. Risque de dissolution de l'Assemblée nationale, une organisation anticipée de l'élection législative. Mais pour ce faire, le régime dispose de 135 jours pour organiser des parrainages. De 135 jours pour organiser des parrainages. Notamment sur
israélo-palestinien qui a suscité beaucoup de réactions. Plusieurs médias internationaux ont relayé la position affichée par le chef du gouvernement qui plaide pour l'isolement de l'État hébreu. Au-delà de la déclaration percutante de Sonko, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'une haute autorité du gouvernement prenne part à une manifestation de soutien au peuple palestinien. Les anciens régimes ont par contre tous honoré l'engagement historique du Sénégal en faveur de ce pays frère. Ousmane Sonko a critiqué vertement les agissements de son homologue israélien Benjamin Netanyahou, qu'il accuse de poursuivre la guerre contre la Palestine dans le seul but de continuer à préserver le pouvoir et d'exister politiquement. Plusieurs médias internationaux ont du reste traité cette sortie du Premier ministre. Pourtant, il n'y a rien de nouveau dans son discours, car les gouvernements qui se sont succédés à la tête du Sénégal ont tous, à différents degrés bien sûr, perpétué l'engagement historique du Sénégal en faveur de la cause palestinienne. Le fait inédit dans cette histoire réside dans le fait que c'est la première fois qu'une haute autorité politique du pays participe publiquement à une mobilisation de soutien au peuple palestinien. Oui, de Senghor à Macky, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, jamais un président de la République ou un chef du gouvernement n'avait attaqué de cette façon l'État hébreu. Sonko a, en quelque sorte, réitéré solennellement la position du Sénégal concernant cette guerre qui n'a que trop duré. Macky, à son temps, s'était montré plus ou moins équilibriste. Il n'était pas dans les dénonciations et les condamnations, il plaidait plutôt pour la résolution de la crise aux milliers de victimes à travers des concertations dans le respect du droit international. Sa position fut décriée. D'aucuns estimaient qu'il naviguait à contresens du serment fait par le Sénégal de défendre le peuple palestinien. C'est durant le magistère de Léopold Sédar Senghor, précisément en 1975, que le Sénégal a accepté de présider le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Sous Abdou Diouf aussi, cette politique de soutien à la Palestine n'a fait l'objet d'aucune écorchure. Maître Abdoulaye Wade a mené plusieurs démarches pour réconcilier la famille palestinienne. Le nouveau régime affiche une position plus ou moins radicale. Sonko a plaidé pour l'isolement d'Israël, un État avec qui pourtant le Sénégal entretient des relations diplomatiques depuis 1960. Bien vrai qu'il y a eu, à travers cet intervalle de temps, quelques frictions diplomatiques qui ont été vite résolues. Djemembaï, la présence physique d'Ousmane Sonko ainsi que le message qu'il a délivré lors de la manifestation de soutien à la Palestine sont en phase avec la diplomatie sénégalaise. C'est du moins l'avis de Mamoudou Sy Albert, l'analyste politique, qui dit ne pas être surpris par la sortie d'Ousmane Sonko. Selon lui, le Sénégal a toujours été aux côtés de la Palestine et les nouvelles autorités l'ont bien compris, sauf que cette sortie aux allures de charge envers Benjamin Netanyahou pourrait avoir une incidence directe sur les relations entre les deux pays. Rien que la présence physique du Premier ministre Ousmane Sonko à cette manifestation est annonciatrice des engagements fermes du soutien du pouvoir en place à côté de la Palestine. Le message du leader des Patriotes a tout son sens de par les relations fraternelles historiques qui existent entre les deux pays. On voit un nouveau régime qui s'engage pleinement pour mettre fin à la barbarie, comme dit Ousmane Sonko. La barbarie, c'est une véritable barbarie qu'il y a. Il faut nommer, le Sénégal a le courage de nommer ce qui se passe au niveau de la Palestine. Le Sénégal, par la voix de son Premier ministre, appelle à une meilleure coordination des États qui sont favorables à la Palestine pour faire pression sur le Premier ministre israélien. Une sortie aux allures de charge contre Benjamin Netanyahou et son gouvernement pour plusieurs médias, dont ceux internationaux. Pour le spécialiste des questions politiques, il faut saluer le courage de Ousmane Sonko, qui s'invite à la table des pays, dont l'Afrique du Sud. Le Sénégal doit jouer son rôle en tant que président du comité, mais en tant que pays qui a toujours soutenu depuis Senghor jusqu'à maintenant l'indépendance des pays dominés. C'est cette déclaration politique-là, je crois qu'elle est en conformité avec la diplomatie du Sénégal
que ce soit en Afrique, que ce soit dans les autres pays du monde. Les accusations du PM à l'encontre de son homologue israélien ne risquent-elles pas d'avoir des conséquences sur le plan diplomatique entre Dakar et Jérusalem? Il n'y a pas encore l'amorce d'une rupture diplomatique. Ousmane Sonko n'en a pas fait cas. Il a invité plutôt à faire pression, à isoler Israël. Qu'il y aura une rupture diplomatique, c'est trop tôt d'en parler. On n'a pas encore la réaction du gouvernement israélien. On n'a pas encore la réaction des pays qui soutiennent Israël. Donc ça, c'est une possibilité, mais elle n'est pas véritablement d'actualité. Direction Tchonké, Barkéel, c'est un village situé à 90 km de Louga, où les populations installées dans cette localité depuis près de 80 ans se battent pour préserver leurs terres. En effet, les populations ayant découvert des bornes de lotissement autour de leur village soupçonnent les autorités locales de vouloir les délocaliser pour vendre ces terres à des personnes étrangères. Le village en question souffre d'un manque d'infrastructures de base, ce qui rend infernal le quotidien des villageois. À Louga, nous allons retrouver notre correspondant sur place, Goran Boj. Tchonké Barkéel, situé à environ 90 km de Louga, est en ébullition. Un petit village où les habitants vivent une situation de frustration et d'indignation. Ils dénoncent les tentatives de délocalisation orchestrées par les autorités locales. Dans ce village, même les femmes enceintes sont contraintes de parcourir des kilomètres pour accoucher. Les villageois qui vivent principalement de l'élevage s'inquiètent de perdre leur unique source de subsistance si la délocalisation est menée. La tension est palpable ici à Tchonké Barkéel et les habitants attendent une réponse des plus hautes autorités du pays pour éviter que l'irréparable ne se produise. Place à la culture. À Mbour, les festivités du Kankourang ont démarré ce week-end. La collectivité mandingue, au cours d'une marche pacifique organisée pour dénoncer des pratiques qui banalisent et désacralisent ce patrimoine, interpelle les autorités locales. Le président du conseil départemental de Mbour annonce également la construction de la maison du Kankourang pour la valorisation de la culture mandingue. Voici les détails avec Djibi Diomdiaye. Pour la préservation du Kankourang dans le département de Mbour, la collectivité mandingue dénonce les pratiques qui banalisent le Kankourang. En ce sens, ils ont tenu une marche pacifique pour fustiger ces actes. Organiser une marche pacifique contre la banalisation du patrimoine universel que constitue le Kankourang. Les autorités nous ont accordé cela dans le calme, dans la stabilité et dans la sérénité. Les camarades se sont mobilisés dans la stabilité, dans la paix, avec le maximum de discipline. Nous avons déposé un mémorandum. La synthèse du mémorandum, c'est en fait rien qu'une demande de protection supplémentaire du patrimoine que nous partageons avec toute la ville de Mbour, toute la communauté de Mbour, le patrimoine mondial que constitue le Kankourang, patrimoine universel consacré par l'UNESCO. Le président du conseil départemental de Mbour appelle à l'unité de la collectivité et annonce la construction de la maison du Kankourang pour valoriser la culture mandingue dans le département de Mbour. C'est dans ce sens-là que nous avons décidé, en collaboration avec la collectivité mandingue, nous les avons rencontrés, nous les avons unifiés
pour qu'ils parlent le même langage et que sur le terrain qui est au niveau de l'entrée de Saly, on va ériger la maison du Kankouran. Et ça, c'est important. Ça va donner encore une autre offre touristique à notre département. Essayer qu'on puisse avoir une zone où le savoir, la culture sera mise en avant pour qu'il y ait aussi un point de chute pour tout le monde quand il s'agit de la collectivité mandingue. Les festivités du Kankouran vont démarrer ce début du mois de septembre. Cette année marque la 120e édition de la sortie du Kankouran dans le département de Mbour. Le Kankouran, la musique qui va avec, ainsi que la danse qui va avec, une riche culture qui peut être donc vendue à l'étranger. Nous allons justement parler de l'actualité hors de nos frontières avec le projet de la future constitution en cours au Gabon. Le président Brice Oligui Nguema a reçu le document qui comporte des réformes. La fonction présidentielle est désormais réservée exclusivement aux Gabonais d'origine. Lors du Conseil de sécurité de l'ONU, le ton est monté entre l'Algérie et le Mali. Le représentant algérien a affirmé qu'un drone malien a tué dans le nord du Mali une vingtaine de civils. De son côté, le représentant malien refute les accusations et parle de propagande terroriste. Ce dimanche marque le 85e anniversaire du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Les populations et les autorités polonaises sont sorties pour la commémoration du début du conflit qui a tué des millions de Polonais. On fait le point avec Matar Paris. Le président de la transition au Gabon, Brice Oligui Nguema, a reçu le projet de la future constitution du pays. Le projet en question instaure un régime présidentiel dans ce pays d'Afrique centrale. Le président sera élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Le document veut par ailleurs faire de la fonction présidentielle l'apanage exclusive des Gabonais d'origine. Il stipule en effet que tout prétendant au fauteuil suprême doit avoir des parents nés gabonais. Le ton est encore monté entre l'Algérie et le Mali lors du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le Mali accuse l'Algérie de diffusion de la propagande terroriste, car le représentant algérien au Conseil de sécurité avait affirmé qu'un drone malien a récemment tué une vingtaine de civils dans le nord du Mali. Des accusations graves et infondées selon le représentant malien. Pour rappel, l'Algérie et le Mali sont en froid depuis la fin de l'accord de paix d'Alger entre la République du Mali et la coordination des mouvements de l'Azawad. Les Polonais commémorent ce dimanche 1er septembre le 85e anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Le président polonais Andrzej Duda a participé à la cérémonie dans l'ouest du pays où les premières bombes allemandes sont tombées en 1939. L'actuel gouvernement polonais exige de Berlin une compensation financière pour les pertes subies par le pays. La presse polonaise avance que des discussions sont en cours entre Varsovie et Berlin sur l'indemnisation financière des victimes encore vivantes du conflit. La Pologne estime que jusqu'à 70 000 personnes pourraient en bénéficier. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et merci d'avoir choisi la 7 TV pour vous informer. Merci à Pape Bondagaï pour la coordination et à Bamba Traoré et Pape Diop pour la réalisation. Restez scotchés, mesdames et messieurs. Le programme se poursuit. À 21h, vous aurez votre émission sportive Sport sur 7. Babundour et Grégoire Sambangom feront le tour de toute l'actualité sportive et ils auront comme invité Lamine Mboub, ancien international, Jacques Diop, spécialiste en management des organisations sportives, et Pape Djibril Gaye, journaliste sportif. Ce sera à partir de 21h. Quant à moi, je retrouve demain dans la matinale, s'il plaît à Dieu. Excellente soirée à toutes et à tous.